c'est vous qui donnez le top départ. Je suis prêt. Sauf si tu réinterprètes la question pour pouvoir y répondre. Non, j'ai les micros là. Et si tu vois qu'il y a une question sans micro, oui. tu dis alors vous vouliez savoir oui, je la répète. Oui, voilà. Je la répète. Au cas où. Surtout pas. Oh, si vous voulez m'interrompre, vous pouvez. C'est à la fin. Voilà. Voilà. On va essayer de faire ça de façon bienveillante et décontractée. C'est parti pour tout le monde. Alors, il faut non, j'aurai bien les images, donc ok. On préfère comme ça. Vous m'entendez bien? Alors tout d'abord, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais essayer de vous parler des mots aujourd'hui, et notamment de bijoux bressants, des mots bressants, qui sont des bijoux régionaux. Je vais commencer par un premier chapitre qui parle des bijoux régionaux. Alors il faut bien savoir qu'avant le 19e siècle, il y avait très peu d'or dans les bijoux du tout à chacun. L'or était réservé à la haute noblesse ou à l'aristocratie. À tel point d'ailleurs que pendant la Révolution française, si quelqu'un était pris avec une pièce d'or dans la poche, il pouvait être condamné à mort. C'était terrible. On trouvait alors beaucoup dans ce qu'on appelle des enseignes vestimentaires, qui étaient en laiton la plupart du temps, c'est-à-dire pour accrocher des capes, des vêtements, énormément en étain, notamment en Bretagne. Il y a de très très belles collections de bijoux, enfin sont les prémices des bijoux régionaux en réalité. Après 1815-1830, la Restauration, les bijoux en or apparaissent. Pour la bourgeoisie de province, le boulanger, le boucher qui avait bien gagné sa vie pouvait enfin s'offrir des bijoux en or. C'était des bijoux en feuilles d'or extrêmement fins, la plupart du temps extrêmement travaillés, émaillés. Ça devenait un accessoire très intéressant. À ce moment-là, les régions les plus riches étaient évidemment Paris, la Normandie, l'Alsace et la Provence qui ont créé les plus beaux bijoux régionaux du XIXe siècle. Il faut savoir que les costumes régionaux aussi étaient portés, ce dont je vous parlais précédemment, avec leurs enseignes, étaient portés presque jusqu'en 1914, à la Première Guerre, et le patois était encore parlé, à tel point que dans les régiments, ils ont été obligés de mettre les mêmes régions dans les mêmes régiments, sinon les soldats ne se comprenaient pas. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase d'Henri Clouzot, qui était le conservateur du musée du Trocadéro. Il a écrit cette phrase en 1922 que je trouve très belle, alors je vais la lire pour ne pas l'écorcher. Mais si vous regardez de près ces humbles bijoux, souvent faits d'une feuille d'or mince comme du papier, vous verrez qu'ils se différencient de province à province, presque autant que les coiffes, ces gracieux papillons de dentelle qui prêtent à nos paysannes des figures de micelle. Je trouve ça très très mignon, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il faut savoir qu'après la mise en place des chemins de fer en 1840 qui sillonnaient toute la France, la standardisation des costumes s'est mise en œuvre et le principe même du bijou régional s'est essoufflé et puis les costumes régionaux ont complètement été abandonnés avec tous leurs accessoires. Je pars du principe que le bijou régional est un accessoire du costume régional parce qu'il était autrefois rarement précieux ou rarement fait dans des matériaux précieux. Sauf, évidemment, la célèbre croix Jeannette, la croix la plus simple, qui était la plupart du temps produite à Paris, souvent émaillée avec une petite pensée au centre. Je n'oublie pas évidemment dans les bijoux régionaux les célèbres croix bosses de Normandie, les croix de Rouen, Saint-Esprit, très belles, souvent pavées de pierres, qui étaient des pierres du Rhin, qui laissaient penser à des diamants, les pendants d'oreilles Milanos à Boulogne-sur-Mer, pour les femmes de pêcheurs extrêmement enrichies, la bague Lisbonne ou le nœud d'amour également à Boulogne-sur-Mer, les Saint-Esprit d'Aurillac, qui étaient également émaillés, les croix dévotes d'Arles,
qui étaient les plus belles, pavées de diamants. Arles était très riche à l'époque. Les incontournables croix savoyardes, avec leurs très jolis cœurs qui permettent de les régler sur ce qu'on appelait les devantilles à l'époque, qui sont le haut du décolleté. Les colliers marseillais. J'aime beaucoup l'histoire du collier marseillais. C'est une chaîne sur laquelle passent des petites boules, et chacune des boules a une signification. Les boules les plus grosses à l'avant étaient les événements les plus importants de la vie. Mariage, naissance, fiançailles, enfin, etc. Et puis, bien sûr, les émaux bressants. Alors, je vais essayer de vous parler maintenant de l'émail au fil du temps. Il faut savoir que les premiers émaux découverts datent environ de 4000 ans avant Jésus-Christ. C'était dans l'Antiquité, et c'est ce que l'on appelle des pâtes égyptiennes. Alors, ces pâtes égyptiennes, ça, c'est un petit objet qu'on appelle un oshepti. Ce sont des serviteurs qui sont enterrés avec le défunt, de préférence haute aristocratie égyptienne, bien sûr, et ce sont les serviteurs de l'au-delà qui aident, comme dans la vie, le mort, enfin le défunt, à faire ses travaux quotidiens. Alors, la matière qui est utilisée pour émailler s'appelle de la frite, avec 2 T. C'est un sable qui est riche en quartz et en soude, et ils ont ensuite ajouté des oxydes pour la couleur. Alors, le principe d'émaillage, ce sable est mélangé avec du natron. C'est un résidu, un mélange de sel et de sodium qu'on employait aussi pour la momification. Le natron ayant un avantage, c'est que le sel et le sodium étant solubles, au séchage des émaux, ils migraient à la surface, on lavait l'émail et on avait un résultat. À la cuisson, la poudre fondait, formant un verre. L'ajout d'oxyde de cuivre a permis d'obtenir les couleurs turquoises qu'on trouve la plupart du temps sur les oshepti, j'ai du mal à le dire, oshepti égyptiens. Je parle très peu égyptien, excusez-moi. On classe certaines fois ces émaux égyptiens dans des faïences. C'est complètement faux parce qu'elles ne contiennent absolument pas d'argile à proprement parler. Différents oxydes ont été utilisés pour apporter la couleur dans l'émail: le cuivre, le manganèse, le fer et le cobalt, plomb et antimoine dans des quantités un peu plus faibles. Ensuite, à la fin du 1er millénaire avant Jésus-Christ, l'utilisation du plomb pour obtenir une surface vitrifiée apparaît en Chine et dans l'Empire byzantin. Ça a un avantage extraordinaire, c'est que les glaces, par rapport aux glacières alcalines dont je parlais précédemment, le grand avantage, c'est qu'on n'avait plus aucune craquelure, on avait un émail parfaitement brillant, parfaitement vitrifié, ce qui est ce que l'on demande la plupart du temps à un émail. La poudre d'émail. Alors, comment fabrique-t-on l'émail ? Il faut savoir qu'il faut faire d'abord chauffer pendant 8 jours un creuset en terre réfractaire à plus de 1400 degrés. Une fois que ces 1400 degrés sont atteints, il faut enfourner un mélange dans le creuset. Alors ce mélange, ça va être un peu rébarbatif, excusez-moi, mais il faut être précis, est fait d'un cristal très affiné, qui est fait de silice, de soude, de mignonne, de carbonate de potasse et de borax, et un peu de plomb, qui sont évidemment mélangés sur des formules chimiques précises et secrètes, bien sûr. Ce cristal, donc qui s'appelle toujours frite avec 2 T, est alors fondu pendant plusieurs heures avec des oxydes pour obtenir les teintes à 1400 degrés toujours. Les teintes, les oxydes qui sont utilisés, pour le rouge, on utilise de l'oxyde d'or ou de cuivre, pour le bleu, de l'oxyde de cobalt, pour le vert, de l'oxyde de cuivre toujours, de l'oxyde de platine pour le gris, de l'oxyde d'iridium pour le noir, de l'oxyde de manganèse pour le violet. On emploie également la teinte manganèse pour la faïence, c'est la porcelaine fine. Le jaune, c'est du sulfure de cadmium, et le brun, c'est de l'oxyde de fer. Après 14 heures de cuisson à nouveau à 1400 degrés, l'émail est versé dans des moules comme un petit bloc. Ce bloc est broyé dans la granulation la plus fine qui soit, puisque l'émail est alors utilisé, vous le verrez tout à l'heure quand je vous montrerai un travail d'émaillage, il est alors utilisé pour être broyé. Une fois broyé, il est mélangé à de l'eau pour pouvoir l'utiliser. Sinon, la poudre ne tiendrait pas sur le support qui est destiné à rester au four. Alors, il y a 3 types d'émail. L'émail transparent, qui est utilisé pour une technique qu'on appelle le champ levé. Le champ levé, c'est une base qui doit être vue. Donc, on appelle ça une taille basse.
On trouve ça souvent dans les cadrans des montres du 19e siècle, notamment énormément chez Carl Fabergé, en Russie. Vous avez un dessin, et l'émail, étant dans une couche supérieure, tombe plus profond dans le trait qui est fait, et donc devient plus intense en couleur. C'est ce qu'on appelle le champ levé. Ensuite, la deuxième catégorie d'émail, c'est l'émail opalescent, qui s'obtient avec des ajouts d'oxyde d'étain. Et l'émail opaque, qui a évidemment une plus grande quantité d'étain, et là on a un émail qui n'a aucune transparence dans l'emploi. Dans le troisième chapitre, je voudrais vous parler de l'émail en France. Les premières pièces émaillées ont été découvertes à Bibracte, dans le village gaulois de Bibracte. À l'époque, l'émaillage, dans les prémices d'émaillage, faisait partie des techniques qui se réunissaient toujours autour du feu, de la ferronnerie, de la dinanderie. Il fallait une température extrêmement forte pour faire fondre cette silice. Au XIVe siècle, à Limoges, on commence à avoir un véritable engouement, notamment en technique champ levé, celle dont je vous parlais tout à l'heure. On grave le support à la main pour que l'émail laisse apparaître par transparence les dessins qui se trouvent en dessous. Le succès qu'a eu ce travail à Limoges a fait que, par économie, ils se sont très vite mis à travailler en couches multipeintes. C'était moins compliqué que de graver le support, en somme. Les grands émailleurs de Limoges à cette époque s'appelaient Léonard Limousin et Pierre Noaillet. L'émaillage limousin disparaît à la fin du XVIIe siècle parce que les émailleurs ont décédé, sont tous morts, il n'y a plus de successeurs, et puis c'était passé de mode. Il faut savoir aussi, surtout, que la découverte des gisements de kaolin à Saint-Yrieix a orienté toute la production de Limoges vers la porcelaine immédiatement. L'émail limousin retrouve une ferveur au XIXe siècle, puisque les modes du néo-gothique, néo-renaissance, etc., violemment promus par l'architecte Viollet-le-Duc, ont remis au goût du jour ces techniques d'émaillage. Alors, l'émail est très exploité au XIXe siècle et au tout début du XXe siècle pour de grandes catégories d'objets religieux. Les objets de célébration du culte catholique, il s'agit alors des ciboires, des calices, des ostensoirs, des croix épiscopales, et des objets religieux de dévotion qui sont des objets quotidiens, presque domestiques, qui sont les chapelets, les bénitiers, les statues de saints, les scènes historiées peintes. Et le néo-gothique a évidemment créé une totale reconsidération des émaux religieux limousins. C'est là qu'on va parler d'un Bressan, Amédée Fornet, pour Notre-Dame à Bourg-en-Bresse, qui est une cathédrale à Bourg-en-Bresse, a collaboré avec un orfèvre lyonnais qui s'appelle Armand Caillat et a créé la couronne de la Vierge Noire, de l'Enfant Jésus, de l'autel majeur et des croix pectorales pour les évêques de Belay et même le curé d'Ars. Voici une croix de Vierge en émaux Bressan. Voici un objet de dévotion quotidienne, entouré. Donc vous avez là une mixité de travaux. Au centre, vous avez une plaque. Typiquement, c'est un travail qui est typiquement de Limoges, avec effectivement on peint avant émaillage, et autour, vous avez tout un travail de filigrane et d'émaux Bressan. Et voici également une croix tout à fait classique en émaux Bressan qui était employée à l'époque. Je vais maintenant essayer de... Vous en verrez de plus belles tout à l'heure. C'est juste pour illustrer mon propos. Maintenant, je vais essayer de vous parler des Bressans. Alors, qui sont les Bressans ? Les Bressans ont une chance folle, c'est qu'au XIVe siècle, le comte Amédée V de Savoie, qui régnait sur la Bresse, avec le royaume ce qui était par la suite le royaume de Piémont-Sardaigne, a mis en œuvre plusieurs édits qui donnaient de grands privilèges aux Bressans, notamment pour les vignerons bressans. Aucun Bressan du Revermont à Mâcon n'avait le droit de vendre du vin du Mâconnais qui provenait après la Saône, qui était pourtant meilleur et moins cher, mais on devait acheter au Bressan absolument.
Beaucoup de maraîchage. La plaine mâconnaise est extrêmement nourrie en alluvions de la Saône. Donc effectivement, il y a beaucoup de maraîchers riches. Et ensuite, les élevages. L'élevage de poulets en Bresse, tout le monde le connaît, bien évidemment, qui ont terriblement enrichi ces Bressans. Alors, les costumes bressans étaient donc, alors au XIXe siècle, voilà encore une petite croix d'Amédée Fornet, voilà des Bressans. Alors, le monsieur a ce qu'on appelle une blouse de maquignon, parce qu'il était négociant, il négociait ses bestiaux, et madame, en revanche, était très élégante. Elle avait ce que l'on appelle une coiffe sarrasine. La coiffe en dentelle qu'elle porte, alors suivant les rangs de dentelle et l'importance du tuyau qui est au-dessus, la richesse était plus ou moins importante. Cette coiffe sarrasine est venue du fait que les Sarrasins au XVIe siècle ont envahi la plaine de Replonge, à côté de Mâcon, l'extrémité de la Bresse avant la Saône, et on ne sait pas pourquoi, ils ont pris le signe même de l'assaillant comme étant un signe distinctif de richesse. Les femmes alors avaient, puisqu'on était quand même très proche de l'Italie et d'une gouvernance qui sortait du Piémont-Sardaigne, on avait effectivement des costumes qui étaient très riches. Les devantis, c'est-à-dire le tablier que vous voyez à l'avant, avec cette espèce de partie qui revient sur la poitrine, était en soie gorge de pigeon, et les mantilles qu'elle porte sur les épaules sont des mantilles en velours de gêne. Pas beaucoup de personnes avaient accès à ce moment-là à ces tissus qui étaient extrêmement précieux. Alors, les premiers bijoux typiquement bressans sont nés vers la fin du XVIIIe siècle. Il s'agissait alors de bagues de promesse, de colliers d'esclavage. Les colliers d'esclavage en or étaient plus volontiers portés sous Louis XVI, plutôt par l'aristocratie, puis par la suite ils se sont un petit peu démocratisés. Évidemment, les croix-jeannettes pour les communions étaient incontournables, une fois de plus. Alors, les colliers d'esclavage, en voici un. C'est pas très joli. Le collier est très joli, mais le mot esclavage n'est pas très élégant. Ça se donnait en Bresse pour ce que l'on appelle les approchailles ou les accordailles, c'est-à-dire une fois que l'accord de la dot était trouvé entre les deux pères. Et donc, madame était alors l'esclave de monsieur. Heureusement, on est d'accord, au XXIe siècle, ça ne fonctionnerait plus comme ça. Alors, vous voyez déjà apparaître des plaques d'émail, en voici montées sur or, en voici un à peu près simple, et vous constatez effectivement que la monture en or est d'une finesse extrême. Vous pouvez la plier à la main si vous êtes peu précautionneux. Un bijou aussi qui était très intéressant, c'est ce que l'on appelle l'épingletto. Alors, lorsqu'une Bressane jeune sortait, elle avait son devantis de tablier qui revenait, et puis pour cacher sa poitrine, puisque c'était une jeune fille respectable, elle avait une gorgerette, une sorte de petit foulard. Et cette gorgerette, ces épinglettos par paire, servaient à tenir la gorgerette. Alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'il y a une expression bressane qui est typique, qui en patois se dit « espenesse foille », ce qui veut dire espinasser sa fille. C'est-à-dire que ces petits épinglettos piquent et éloignent les prétendants trop entreprenants. Pas de main dans le décolleté en Bresse avant le mariage. C'est dit, tout simplement. Alors, certaines aussi étaient faites par la suite, comme celle-ci, pour tenir plutôt les cravates d'hommes. On trouve encore déjà là quelques prémices du travail bressant. Et là, vous avez vraiment quelques travaux de filigrane et de très fines feuilles d'or. Vous le voyez, d'ailleurs, l'objet a été très mal conservé. Elles sont toutes comme ça, puisque c'est très très fin et mal... Et ça vieillit très mal, pour ainsi dire. Alors, on va venir maintenant à proprement dit aux émaux bressants. À partir du XVIIe siècle, pour satisfaire le goût des élites chinoises et ottomanes pour les produits de luxe, les horlogers genevois se sont mis complètement à adapter leur création et développent des liens commerciaux. Les liens commerciaux se font à Constantinople. Ils utilisent alors la présence des Anglais pour s'approcher auprès des empereurs d'Orient et de leur goût de faire fructifier les marchés pour les objets qui provenaient d'Europe luxueux. Voici le type de montre qui était alors réalisé.
Elle est évidemment en or, elle est très soignée, et on trouve déjà dans l'ordonnance des perles, des perles, du décor, de la symétrie du décor, des petits détails. On commence à s'approcher de l'esthétique définitive des émaux bressants, avec évidemment des matériaux plus précieux, des perles d'émail, du bleu de Sèvres, des paillons d'or, et puis surtout toujours cette organisation concentrique et symétrique du dessin. L'horlogerie suisse, d'ailleurs, comme je vous le disais, de l'époque, a certainement constitué une source d'inspiration pour la fabrication des émaux bressants. D'ailleurs, entre 1763 et 1776, les frères Castel, descendants d'une famille d'horlogers qui venaient de Cologne, ont émigré en Bresse et créent et dirigent la manufacture royale d'horlogerie. Leurs prix sont alors concurrentiels par rapport aux prix genevois de l'époque. Les émaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, évidemment, sont nés d'une famille, la famille Bonnet, qui était orfèvre en 1812. Il a légué son atelier à son fils Antonin en 1850. Qui lui-même a cédé son activité à Amédée Fornet en 1870. Amédée Fornet s'est alors allié à un très bon peintre qui s'appelait Paul Daude, un émailleur et peintre célèbre. Et à ce moment-là, sont nées la version définitive des émaux bressants, comme on les connaît aujourd'hui et comme je vais vous les montrer tout à l'heure. Amédée Fornet dépose un brevet et présente pour la première fois à l'exposition internationale de Lyon en 1872 ces émaux sous leur forme définitive. Il a d'ailleurs eu immédiatement un achat qui a été fait par le Victoria et Albert Museum. Voici la boutique de M. Fornet à Bourg-en-Bresse. Voici M. Fornet lui-même, dans son cadre glorieux, entouré d'émaux bressants. Voici ce que l'on appelle un édicule. C'est exactement comme ça qu'il présentait les émaux pendant les différentes expositions universelles qu'il a fait dans toute l'Europe. D'ailleurs, dans les expositions universelles de 1876, 1884 et 1889, les régions sont à l'honneur avec tout leur artisanat. Les techniques d'émaillage de messieurs Fornet et Daude reçoivent de nombreuses récompenses. Vienne en 1873, Philadelphie en 1876, Barcelone en 1888 et Paris en 1889. Voici un dessin, parce qu'ils n'émaillaient pas que des bijoux, ils émaillaient aussi de très belles pièces, très importantes. Voici un dessin qui provient des ateliers Fornet du XIXe siècle, et ça c'est une pièce exceptionnelle qui est faite de deux, voilà, celle-ci et celle-là. C'est une commande qui a été faite en 1900 par le Shah d'Iran pour son bureau. C'est un superbe ensemble de bureaux avec encriers et chandeliers. Il s'agit là d'argent, un travail de filigrane et d'émaux, et c'est du vermeil, de l'argent doré. La reine d'Italie portera même au début du XXe siècle des bijoux bressants. Elle était très friande de ces couleurs chatoyantes. Même à Paris, une cantatrice qui s'appelait Prader les a portés à la fin du XIXe siècle dans un opéra qui s'appelait Fra Diavolo. Elle était en costume bressant, elle était couverte d'émaux bressants et la mode s'est lancée. Et par cette mode sont arrivés, vous avez très très à la mode l'empereur, l'impératrice dans un cadre en argent avec émaux bressants. Et vous aviez ces pièces tout à fait spectaculaires. Là, vous avez une parure complète avec broche, boucle d'oreille et collier. Je vais vous en montrer plusieurs. Un bracelet en partie inférieure, une broche toujours assortie. Vous avez un collier d'esclavage, mais revu à la mode. Il n'avait plus la même fonction, c'était seulement pour l'esthétique. Revu à la mode de la fin du XIXe siècle, le même, en place, évidemment, ce collier à pendeloque. Ça, ce sont des pièces qui ne sont pas visibles. Les pièces que je vous montre aujourd'hui sont des pièces qui ne sont pas visibles dans les catalogues. Ce sont des collections privées de Bressan. Oui, parce que sinon tout le monde peut lire les ouvrages dont je vous donnerai les références tout à l'heure. Mais ceux-ci, vous ne les verrez que pendant cette conférence. Voilà
exactement ce que Madame Prader à Paris a lancé comme fabrication, ce que l'on appelait à l'époque les objets de vertu, soit des objets esthétiques qui avaient quand même une fonction. Et voilà un peigne qui a appartenu à Madame Prader. Donc là, on emploie deux techniques, la corne et l'émail bressant. Pour le luxe, vous aviez aussi des carnets de balles, très élégants, des boucles de ceinture, bien évidemment, des épingles de tous ordres pour tenir cravate, bijoux. Voici un exemple assez rare des mots bressants, puisque vous avez à nouveau la technique de Limoges complètement typique de la peinture centrale, qui est alliée avec le finigrane et les émaux. Il y en a très très peu, hein. On ne les voit pas souvent, ces pièces-là. Voici une très belle paire de boucles d'oreilles qui s'appelle Girandole. Comme vous pouvez le constater, elle se met avec un système de vis à l'arrière pour oreilles non percées, ce qui paraît curieux parce qu'elles sont atrocement lourdes. Je ne sais pas comment elles tenaient. Et voici un exemple de deux broches très élégantes. Celle qui est en bas à droite ressemble très fortement, si vous vous souvenez, à la montre que je vous ai montrée tout à l'heure. On retrouve le même luxe et la même qualité de travail. Voici une très très belle broche. C'est une pièce qui fait environ 12 cm de taille. Donc l'émail bressant doit, pour la bressane, à condition qu'elle soit portée par une bressane, montrer sa richesse. Plus l'émail est grand, plus l'éleveuse de poulet ou la maraîchère ou la commerçante est riche. Voici à nouveau un dessin de la maison Fornet pour une boucle de ceinture. À nouveau, une broche marguerite qui a vraiment été le succès absolu de l'émail bressant. C'est toujours le même dessin et vous avez au centre un centre et autour vous avez des dessins qui se mettent en place de façon très très régulière, aléatoire mais très régulière. D'autres objets de vertu très beaux. En bas à gauche, il s'agit d'une châtelaine, c'est-à-dire une pièce qui s'attachait à la ceinture des femmes qui tenaient la plupart du temps les clés de la maison, des garde-manger et autres. Et vous avez à côté une vinaigrette ou flacon à sel. Ces dames portaient alors des corsets et elles s'évanouissaient souvent, tellement elles étaient serrées. Les sels d'Alain ou autres étaient nécessaires pour les réveiller. En 1884, Gabriel Vicaire a écrit ce recueil de poèmes qui s'appelle Émaux bressants, alors à double sens, puisque l'émail, toutes les pages sont illustrées d'émaux. La couverture, d'ailleurs très belle, là, en maroquin, est garnie de véritables émaux. Et puis surtout, ce sont des petits poèmes qui sont tout à fait charmants et qui sont ses propres émaux. Et d'ailleurs, c'est un hommage, Gabriel Vicaire a fait un hommage au recueil de Théophile Gautier, Émaux et Camée, qui effectivement avait été écrit en 1852. J'aime beaucoup ce début, je ne sais pas si vous le voyez. Dès qu'arrive le dimanche, Marion, qui veut danser, commence à se trémousser en passant sa côte blanche. Et sur ses tétins naissants, ces tétins couleur d'aurore avec orgueil élabore une croix d'émaux bressants. Je crois que M. Gabriel Vicaire était un petit peu coquin. N'est-ce pas? Alors, par la suite, la maison de Courcelles a racheté à la mort de notre ami M. Fornet, l'inventeur de la technique actuelle et définitive des émaux bressants. À la mort de M. Fornet, la maison de Courcelles, en 1897, après 3 générations, a légué à M. Robert Jacquemin, en 1974, la fabrique d'émaux bressants. Elle a été reprise par un petit joaillier de 20 ans à l'époque, fils d'horloger bressant, qui s'appelle David Jeanvoine, en 1998. Elle a été reprise et aujourd'hui, la technique n'est pas morte puisque ça ne se fait qu'à Bourg-en-Bresse et dans un seul atelier. Il faut savoir qu'au début du siècle, à Bourg-en-Bresse, il y avait 20 ateliers d'émaillage. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un, et tant mieux d'ailleurs. Il faut savoir que les émaux bressants ont obtenu en 2006 le label Entreprise du patrimoine vivant et en 2014 le trophée européen de l'excellence. Maintenant, je vais essayer de vous montrer. J'ai fait réaliser pour l'événement une pièce. Donc, on l'a filmée et vous allez tout comprendre sur les techniques de fabrication et ce qui font qu'un émail bressant est différent d'un autre émail. Je vous laisse
avant, si vous voulez, les références que il me semble être les plus judicieuses, notamment Émaux de Brest, le tout premier. C'est une édition extraordinaire, grande qualité. Et puis Madame Agnès Bruno, qui a beaucoup fait, qui était conservatrice de musée et qui a beaucoup fait pour les émaux bressans. Et qui notamment, si vous voulez visiter, voir la plus grosse collection qui soit, vous allez au domaine des Planons, à Morvel-en-Bresse, et il y a une énorme, c'est une ferme sarrasine, puisque les Sarrasins ont laissé en Bresse un système de cheminée très particulière, on fait le feu au milieu de la pièce, et vous avez un grand avaloir géant. Donc là, dans le cas précis, vous pourrez, au domaine des Planons, voir les collections qu'ont réunies Agnès Bruno et moi-même à l'époque, et effectivement voir ce qu'est une vraie ferme bressane au XIXe siècle. Nous attaquons la fabrication. Vous êtes en forme? On fabrique? Alors on fabrique, c'est parfait. Déjà quelques photos. Vous voyez que c'est un atelier, tout se fait à la main et les outils sont très primaires. Il s'agit ou d'un petit pinceau ou d'une plume sergent-major. Il n'y a pas grand-chose pour travailler en émaux bressans, pour faire des choses aussi raffinées. Voici les couleurs. Alors les couleurs des émaux sont toujours fabriquées à Limoges aujourd'hui. Les bressans se servent toujours à Limoges, puisque c'est la base même des couleurs. Voilà exactement la gamme de couleurs qu'ils ont retrouvée de l'époque. Comme vous pouvez le constater, elle est plutôt intense. Pour l'événement, je vous ai fait fabriquer un cœur, dont vous allez voir toutes les étapes de la fabrication, et ce cœur a été fait en bleu de Bresse. Je ne pouvais pas faire moins. Alors, la pièce en question, la voici. Vous commencez en Bresse pour faire un émail par cette petite chose. C'est une feuille d'argent massive que vous passez dans un appareil qui s'appelle bélier et il en sort une petite plaque. Alors, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la petite plaque qui est au creux de ma main ressemble fortement à la taille basse dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on y a passé une échoppe pour lui donner un volume. C'est faux, c'est par estampage que ce volume existe aujourd'hui. C'est un gain de temps. Pourquoi de l'argent pur et massif? Parce qu'en aucun cas, il ne va s'oxyder à la chauffe. Il faut savoir que les émaux sont cuits à 860 degrés. Si vous passez une plaque d'argent à 860, elle devient toute noire. Si elle est taillée, évidemment. Pas s'il s'agit d'argent massif. Là, une fois que cette plaque a été taillée, on y appose ce que l'on appelle un contre-émail. À l'arrière, on met un peu d'émail pour la rigidifier, parce qu'elle est extrêmement fine. On met un petit peu d'émail pour la rigidifier, vous le voyez, et cet émail est placé à l'aide d'une plume sergent-major, toujours. C'est donc dans le petit pot que l'opératrice vient d'utiliser, vous avez cette poudre d'émail qui est diluée dans l'eau. Mais ce qui est très curieux, c'est que le mélange est extrêmement instable, c'est difficile. Je ne sais pas si certains ont déjà peint sur de la faïence un jour. C'est le même travail. Le mélange est très instable, donc c'est très compliqué. Ce n'est pas une peinture, c'est vraiment des petits grains qui sont à l'instant même amalgamés comme des petits grains de sable, amalgamés avec de l'eau. Donc il faut faire très attention. Vous venez de voir d'ailleurs l'opératrice qui a un petit peu essuyé, c'est un petit peu trop humide dans la petite séquence, et qui a retiré l'eau qu'il y avait en supplément. Alors là, dans le cas précis, ensuite, après cette opération, ce qu'on appelle le contre-émaillage, on part au four, 860 degrés. Ça reste au four 3 minutes, même pas à 860 degrés, je peux vous dire, ça cuit relativement vite. Une fois que les pièces sont ressorties du four, vous voyez, c'est une plaque réfractaire, vous voyez, l'émail n'a même plus déjà la même couleur, parce que là, il refroidit extrêmement vite. Je peux vous dire que la plaque n'est pas touchable pendant un petit moment, mais l'émail, au bout d'une minute et demie, on peut parfaitement mettre la main dessus. La deuxième opération, c'est la partie visible. Là, on applique la couleur. Comme vous le voyez sur la partie visible de l'émail, la partie que nous allons observer et admirer tout à l'heure, eh bien, on met à nouveau, vous voyez l'émail, on met cet émail avec toujours cette plume sergent-major. Vous allez voir d'ailleurs une action qui est particulière pour que
l'émail descende bien dans les stries qui ont été faites, ce qui correspond aux tailles basses qui étaient faites autrefois. Vous voyez, elle appuie sur cette matière qui est presque incertaine pour que ça descende bien. Ensuite, toujours, pour ne pas changer, retour au four, et on retire. Et regardez, là les plaques sont très belles parce qu'elles sont presque encore un peu rougeoyantes tellement elles sont chaudes. Voici donc la partie supérieure de l'émail. Il s'agit donc de la plaque d'argent. À l'arrière, elle a été consolidée avec un peu d'émail et sur le dessus, on a mis la teinte définitive. La chose suivante, qui est un secret, enfin qui est vraiment la particularité absolue des émaux bressants, c'est que habituellement, quand on veut quelque chose de doré dans un émail, on peint quelque chose de doré par-dessus. Pas chez les Bressans. C'est ce qui en fait vraiment le brevet qu'a déposé M. Fornet, Amédée Fornet, mais surtout, ce sont des paillons d'or pur. Alors toujours pur pour la même raison, ne pas oxyder à la cuisson. Ce sont donc des plaques de plomb que vous voyez en dessous. Vous avez de petits emporte-pièces qui ont les formes de chacun de ces paillons. Et je pense que vous en rendez compte à l'écran. La pièce dans laquelle c'est une feuille d'or qui est d'une finesse absolue. Oh, un papier d'aluminium, si vous voulez, environ, quand vous utilisez un papier cuisson. Je vous montre d'ailleurs la légèreté des pièces, puisque là je joue avec un pinceau. Dans les... vous voyez, c'est vraiment tout petit. Très, très, très léger. Et c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire que les détails or des émaux bressants, à l'inverse de tous les détails or de tous les autres émaux dans le monde, sont vraiment en or. Ce sont des plaques d'or qui sont bloquées définitivement à l'émaillage. Donc là, on va voir la petite opératrice qui va, avec une sorte de petite spatule, lisser un des paillons, qui est la rosace centrale. Le décor, vous voyez, s'articule toujours autour d'une rosace centrale. Vous avez vu la rapidité du geste. Donc, on a une plaque qui est déjà complètement vernissée, complètement lisse. Elle utilise un petit liquide que vous voyez qui est une sorte de gomme-laque diluée qui va disparaître à la cuisson. Et ça va coller momentanément le paillon sur l'émail, mais sans que ce soit définitif. Voici une deuxième action, et cette fois-ci, elle met une volute. Vous voyez, la taille, c'est vraiment minuscule. C'est d'une extrême fragilité. Ça ne peut être évidemment... Vous ne pouvez pas les toucher avec les mains, vous les détruiriez. Et il faut... Voilà, vous voyez, elle la lisse à nouveau pour être sûr que les décors vont. Et tous les décors sont faits de façon aléatoire. C'est l'œil de l'opératrice qui va décider. Alors, la forme concentrique des décors est codifiée, mais les paillons utilisés n'est pas codifié. On peut faire absolument ce que l'on veut, c'est suivant l'humeur, la forme même de la pièce. Les seules choses qui sont codifiées, c'est la taille basse qui a été emportée, qui est sous l'émail, mais le décor, on le fait comme on le veut. Vous voyez, vous la voyez encore agir pour mettre une pièce sur le côté. Vous voyez la rapidité. Il faut 5 ans pour faire une bonne émailleuse en émaux bressants, paraît-il. C'est pas évident. C'est pas évident. Bon, à nouveau une opération. Voilà. Et après, je crois qu'on va mettre le tout au four. Ça va jusqu'à maintenant, ça vous convient? Parfait. Voilà, regardez, c'est rapide. Elle prend un paillon, elle le lisse et clac, elle le met en place à toute vitesse. Et avec une parfaite symétrie, évidemment. Sachant que tout ça est très instable, ça glisse le long de la vernissure qui a déjà été mise en place. C'est pas facile. Vous voyez, et toujours la symétrie qui se met en œuvre. L'opératrice qui est là depuis 15 ans dans la société. Je suis désolé, c'est un peu long entre chaque manipulation. Je n'avais pas prévu les choses correctement. Donc vous voyez la pièce là qui est prête à enfourner. Tout est mis en place, tous les paillons d'or. Mais aujourd'hui, il faut bien faire tenir ces paillons d'or. On ne les a pas collés, on les a seulement posés dessus. Donc la technique, c'est effectivement de les cuire. Pourquoi? Parce que l'émail qui avait été précédemment passé au four, l'émail bleu, va refondre et va bloquer définitivement ces paillons d'or. Voilà exactement une série de pièces avec le même décor qui sort du four. En voici une seconde.
860, toujours 860. Enfin, pour les émaux bressants. 1400, c'est pour faire les mailles. C'est pour fabriquer la matière. C'est pour ça que j'ai fait 2 paragraphes. Voici. Ensuite, il y a une autre façon de décorer les émaux bressants, c'est de laisser à penser qu'il y a de petites perles. Alors regardez comment sont faites les petites perles. C'est un émail blanc. Vous voyez, là, la poudre est directement mélangée avec de l'eau. Et là, elle a une façon de faire, avec un tout petit pinceau, elle met une petite goutte. Certains émaux que vous avez vus tout à l'heure avaient toute une sorte de goutte d'émaillage autour. Il faut savoir qu'à chaque passage, puisque ces gouttes sont importantes, elles ne sont pas déposées au pinceau là, mais elles sont déposées à la plume sergent-major. C'est une goutte qui va dans un petit réceptacle en or, comme un des petits paillons que vous avez vus. Cette goutte va tomber dans le réceptacle et va immédiatement partir au four pour être vitrifiée. Sinon, l'eau qui est contenue sécherait et ça redeviendrait poudre. C'est d'une difficulté absolue. Je vous avoue qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus faire ces petites rangées de perles autour, c'est vraiment trop compliqué. Ils n'y arrivent pas. Enfin, ils ne veulent plus parce que c'est trop coûteux. Voilà très exactement la matière vue de près dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez vu ? On voit bien que il y a de l'eau et puis il y a des grains à côté et il faut chaque fois mélanger avant de s'en servir. C'est très difficile à utiliser. Voici la pièce terminée, mais non montée. Donc, dans le cas précis, on voit bien apparaître sous l'émail translucide, on voit bien apparaître ce qu'on appelait autrefois la taille basse, qui a été emportée par une sorte d'emporte-pièce, qui s'appelle un bélier, sur la plaque d'argent. On voit bien les paillons d'or qui ont été bloqués, non pas recouverts, mais bloqués par l'émail bleu qui est reparti en légère fusion à la 2e cuisson. Ensuite, à la 3e cuisson, il y a eu les petites perles blanches les 4 petites perles blanches en forme de poire. Et à la cuisson suivante, il y a eu les petites perles rouges. Vous voyez, c'est pas évident à faire. Hein. C'est pas évident à faire du tout. Donc ensuite, la solution, c'est effectivement de la monter. Les émaux bressants ont rarement été montés en monture d'or. Je connais en tout et pour tout, après en avoir vu beaucoup, j'ai vu 3 parures en or. Sinon, c'est de l'argent doré, la plupart du temps. Là, je l'ai donc fait monter ce cœur particulier avec une monture en argent relativement simple. Donc, vous voyez le principe, c'est une plaque d'argent, un rebord, et l'artisan va repousser sur l'émail. Alors, il faut beaucoup de dextérité parce que si son geste et si sa main n'est pas sûre, il va aller choquer l'émail et il le casse. Donc, il va rabattre très légèrement la bordure. Et puis, voici, je crois, nous avons ici le cœur bleu de Bresse, enfin terminé. Le voilà. Alors, autrefois, ils avaient une façon de monter les émaux, on l'a vu tout à l'heure, qui était beaucoup plus sophistiquée, avec des montures, des filigranes autour, des choses. Aujourd'hui, le goût s'est simplifié, on ne veut voir que la pièce d'émail, et les montures sont un petit peu plus... Moi, je le déplore, parce qu'on perd un petit peu de l'esprit. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est un peu plus... les montures sont plus simples, plus contemporaines, mais la technique que vous venez de voir n'a pas changé depuis 1872. Ça, c'est une chose qui est certaine, en revanche. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit concernant les mailles tout à l'heure, je vais revenir un petit peu en arrière. Il y a vraiment 3 types d'émaillage, parce que tout le monde pense que l'émaillage, c'est souvent asiatique, ce qui est complètement faux. Mais les Asiatiques, effectivement, ont mis terriblement à la mode, notamment avec une mode des pièces asiatiques qui étaient faites spécialement pour l'Europe à la fin du 19e siècle. Et la technique utilisée était ce que l'on appelle le cloisonné. Le cloisonné, ce sont sur un vase, par exemple, ou un autre objet, ou un bijou, ou un bracelet, ce sont des petites lames de laiton qui viennent servir de compartiment. Donc, ce n'est pas très, très difficile à faire
Pour l'émailleur, c'est plus compliqué pour le bijoutier ou l'orfèvre que pour l'émailleur, parce que l'émailleur n'a qu'à verser dans ce contenant son émail qui, la plupart du temps, est opaque. La deuxième technique qui est utilisée est la technique dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est le champ levé, donc on voit apparaître la surface qui est en dessous. Et la troisième technique qui a énormément été utilisée sous l'Art Nouveau, notamment par M. Lalique, c'est ce qu'on appelle le pic à jour. Le pic à jour, c'est la même chose que le cloisonné, le premier exemple, sauf qu'il n'a pas de fond. C'est un vitrail en somme, c'est un vitrail, c'est le fonctionnement du vitrail. Voilà, en ce qui me concerne, j'espère avoir été clair et vous avez compris comment était fait un émail. Merci. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de d'y répondre. Des questions ? Je vous en prie, bonjour. Bonjour. Vous avez donné le nom de deux joailliers phares de l'époque qui faisaient beaucoup d'émail et oui. J'ai juste pas eu le temps de tout noter. Le grand inventeur des émaux, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire la fabrication définitive, s'appelle Amédée Forney. Amédée, et à la fin, c'est pourtant un prénom d'homme, et Forney, F-O-R-N-E-T. Son émailleur phare, celui qui lui a fait rapporter tous ses prix, s'appelait Paul Daude, D-A-U-D-E. Je vous en prie. Des questions ? Bonjour. Je voulais savoir par rapport, c'est une sorte de sertissage pour l'émail. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont appliqués ou c'est seulement cette forme de serticlos qui est... Toujours, c'est clos. C'est toujours le serticlos. C'est clos pour une raison précise, c'est que l'émail à l'arrière est vilain. Et puis l'émail, en réalité, est semi-creux. C'est une plaque bombée. Donc l'arrière ne doit pas être vu. En réalité, je n'ai même pas montré la chose qui ne doit pas vraiment être montrée, pour être sûr que lorsqu'elle est placée dans son serticlos, la pièce d'émail ait quand même un peu d'élasticité. Il coupe au ciseau un petit morceau de liège qui place au fond avant de mettre la plaque d'émail. Ça fait un petit peu matelas. C'est exactement ça. J'ai constaté sur certaines pièces très très anciennes, notamment des scolliers d'esclavage très luxueux dans le Poids d'Or, etc., j'ai constaté qu'à l'arrière des émaux, il y avait une plaque, vous voyez, comme le principe du paillon, mais un paillon très important qui faisait la taille complète de l'émail et qui était en or lui-même, mais de la même épaisseur et qui était fixé au four comme sont fixés les paillons sur la surface. Mais ça, c'est vraiment, je l'ai vu 3 fois. Hein. Donc, c'est le même outil qui a servi à emboutir la plaque d'argent de base, qui va emboutir après une feuille d'or encore plus fine, et l'émail va la coller à l'arrière. Et cette fois-ci, effectivement, on peut voir l'arrière de l'émail. Mais je vous avoue, dans tous les émaux que j'ai vus, je ne l'ai vu que 3 fois. C'était pour des travaux tout à fait exceptionnels et des parures en or. Et rarissime, puisque habituellement c'est quand même un bijou. Le bijou régional n'a pas fonction à être précieux. Il a fonction à être voyant et à montrer son statut social. Plus on a un gros émail, plus on est riche. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Des questions ? C'était très clair. Hein ? Oh non, presque. Sauf les secrets. Il y a des choses que je ne vous ai pas montrées. Je n'ai pas eu le droit de vous montrer. Alors, la famille Jeanvoine qui a repris la maison, j'ai tellement insisté qu'ils ont vraiment, parce que je trouve que le fils Jeanvoine est très courageux. Aujourd'hui, donc, il s'appelle Jeanvoine. Si vous voulez acheter des émaux, ils ont un site en ligne. D'ailleurs, Jeanvoine, J-E-A-N, oui, V-O-I-N-E, et ils ont un site, vous pouvez voir tout ce qu'ils font, vous pouvez acheter des émaux, vous pouvez les faire restaurer, ce qui est très important, parce que moi, étant antiquaire en bijoux régionaux, j'étais désespéré que cette technique n'existe plus. Quand vous avez des gros bracelets comme tout à l'heure et une grosse plaque d'émail de 4 cm au centre qui manquait, qui avait été cassée, eh bien, parce que au fur et à mesure des générations, on n'a pas toujours su que c'était luxueux. Il faut savoir que les émaux bressants n'ont pratiquement plus existé après la Première Guerre en 1914, pour une raison précise, c'est que d'un seul coup, les bijoux fantaisie sont arrivés.
Alors ils faisaient le même effet, mais étaient 10 fois moins chers à produire. Donc pour les gens, il n'y avait plus d'intérêt. Et ils n'ont pas toujours été respectés, soignés. Parce qu'ils ont souvent, par les générations futures, surtout dans les années 60 et 70, été considérés comme des bijoux fantaisie. Bon, pour moi, c'est un peu plus qu'un bijou fantaisie, ne serait-ce que par la qualité d'exécution. Pas par les matériaux précieux, parce que ça, à proprement dit, c'est pas grand-chose. Mais effectivement, c'est dommage. Donc je trouvais impossible qu'un émaillage aussi particulier dans le monde. Il y a qu'en Bresse où on fait cette technique-là. Je trouvais très très dommage qu'on ne puisse plus restaurer les... Alors j'ai tempêté auprès de David jusqu'à ce qu'il ait le courage de reprendre ça en 98. Aujourd'hui il a 46 ans et il est très très content de faire ça. Et puis il a été, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est au patrimoine de la main d'œuvre, etc. Les métiers d'excellence. Et il forme régulièrement des émailleurs et des émailleuses. Je trouve ça extraordinaire. Et il a une grosse demande d'ailleurs. Il a une grosse demande, ce qui paraît curieux, dans le monde entier. Il y a beaucoup d'ateliers, il reste beaucoup d'ateliers. Il n'y en a plus qu'un. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y en a plus qu'un. C'est la famille Jeanvoine, c'est terminé. Pourquoi la Bresse ? Tout à l'heure, c'est le principe de cette famille d'horlogers. On ne sait pas pourquoi. C'est cette famille d'horlogers qui a voulu, à la fin du XVIIIe siècle, qui a voulu concurrencer la Suisse. Alors, en même temps, Bourg-en-Bresse, on n'est pas très loin de Genève. Il faut bien le savoir. Elle est voie commerciale entre Genève et Bourg-en-Bresse. Il faut savoir aussi que Bourg-en-Bresse était le centre de la Lotharingie au XVe siècle. Donc, il faut savoir qu'on est à 400 km de toutes les capitales d'Europe qui comptaient à l'époque. Milan, Bruxelles, etc. Donc, je pense que c'est une des raisons. On n'en a pas vraiment d'autres. Mais c'est vraiment ces frères Flachet qui ont mis en œuvre les premiers genres. Et puis après, les Bressans se sont dit pourquoi pas faire une chose similaire. Et vous l'avez vu dans les deux broches très très soignées tout à l'heure, on est très très proche. Pourtant, rien n'est précieux, mais on est très très proche du travail en or que je vous ai montré dans les premiers temps, qui était le revers d'une montre, le capot d'une montre. Est-ce que les émaux cloisonnés, dont tu as parlé tout à l'heure, c'est forcément chinois ou pas ? Ah, pas du tout. Non, bien sûr que non. Mais c'est vraiment l'Asie qui les a mis au goût du jour. Et la plupart du temps, ils ne les ont pas mis au goût du jour pour les Asiatiques, ils les ont mis au goût du jour à la fin du 19e siècle pour les Européens. C'était une mode européenne. On les faisait monter, les vases arrivaient en France, sont des vases en laiton en réalité, qui sont complètement émaillés, et ils étaient certaines fois remontés de façon très somptueuse, comme on faisait avec les porcelaines chinoises au XVIIe et XVIIIe siècle. On les remontait sur de très belles montures en bronze, sophistiquées, etc. Oui. J'arrive ? Oui. Bonjour. Je voulais vous demander, est-ce qu'ils ont aujourd'hui des commandes spéciales, officielles, qu'on peut dévoiler ou non, malheureusement pour eux, pas particulièrement. La pièce qui a été faite par eux il y a une quinzaine d'années, Bourg-en-Bresse a eu la chance de recevoir le congrès annuel des facteurs de piano. Et c'était des amis, j'avais fait exécuter à l'époque un petit pins en émaux bressant représentant les couleurs, comme un écu moyenâgeux représentant les couleurs de la ville qui sont vert et noir. Et on avait bricolé des petits paillons de telle façon à ce qu'on représente un diapason au centre du pins. Ça a été marrant à faire, ça n'a pas eu un succès délirant, mais bon, c'était une façon de dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Non, malheureusement, les commandes luxueuses et somptueuses ne se font plus. Aujourd'hui, ce sont principalement que un émail pour un bijou, une petite bague, un petit collier, un petit pendentif. Et je vous le disais tout à l'heure, je le déplore parce que ça n'est pas la destination des émaux bressants. Moi, j'ai eu la chance en bijoux régionaux de travailler avec, par exemple, Christian Lacroix, qui a remis à la mode les énormes croix arlésiennes, etc. Et on n'a jamais pu travailler avec les émaux bressants parce que c'est trop compliqué à faire. Et normalement, l'émail bressant, c'est pas fait pour être une petite pièce. Vous voyez, même cette pièce qui est là, elle est ridicule par rapport à un émail bressant. Elle devrait faire 5-6 fois cette taille, elle devrait avoir des pendeloques, des choses. C'est fait pour être énorme. C'est un accessoire de mode, je vous le disais, qui montre votre richesse. C'est pour cette raison qu'avec Madame Prader à Paris, ça a eu un tel succès, parce que sur un opéra, ça se voit de loin, cette chatoyance. Et c'est pour ça que ça a été intéressant. Alors,
je le disais tout à l'heure, c'est la ferme des Planons. La plus grande collection qui a été réunie aujourd'hui se trouve à Morvel, en Bresse. C'est une ferme sarrasine qui a été restaurée, qui appartient au département de l'Ain. Et là, vous avez la plus belle des collections qui soit. Après, ce sont des collections privées. Et la plupart des pièces que je vous ai montrées aujourd'hui sont anciennes, sont des pièces de collection privée, qui ne sont pas dans les... la mienne, entre autres, mais par rapport au Planon, c'est pas grand-chose. Mais effectivement, voilà, c'est le seul endroit. Donc, les émaux bressants sont restés en Bresse. Mais il m'est arrivé d'acheter en Amérique, à Los Angeles, des émaux bressants, et on nous les vendait toujours pour des émaux austro-hongrois ou des émaux russes, très amusant. Mais la technique du paillon d'or, elle est tellement particulière qu'on les reconnaît immédiatement. D'ailleurs, quand vous passez sur un émail bressant, quand vous passez votre ongle sur la surface, vous verrez que par rapport à un repeint, vous sentez le petit morceau d'or, parce qu'il est seulement, il s'est seulement légèrement enfoncé dans la vernissure, c'est tout, il n'a pas disparu. Donc c'est comme ça qu'on le constate, et c'est vraiment ce qui fait la spécificité, et puis surtout le côté totalement inaltérable de l'émail. Quand il est bien entretenu, l'or brillera toujours, puisqu'il est pur, évidemment. D'autres questions? Bonjour madame. J'aimerais connaître la valeur, si c'est possible, par exemple, de cet objet que nous avons vu réaliser. Alors, aujourd'hui, un objet comme celui qu'on trouve ici, c'est même pas extrêmement cher par rapport au temps qu'il faut pour l'exécuter, parce que vous doutez bien que je vous ai fait des films accélérés, hein, ça met plus de temps que ça. Pour faire une pièce comme ça, il faut environ 2 heures. Complète entre les différentes cuissons et le montage, et encore dans les 2 heures je ne compte pas la fabrication de la monture en argent dans lequel il va être serti. C'est une pièce, celle-ci, qui vaut entre 150 et 200 euros, donc c'est pas très cher par rapport au travail et à la qualité d'exécution. En revanche, les pièces anciennes valent très très cher parce qu'elles sont rares. J'ai vendu des colliers d'esclavage jusqu'à 20 000 euros parce qu'ils étaient rares. Oui. Alors qu'il n'y a rien, c'est pas précieux. C'est pour la rareté, absolument. C'est ça, rare et ancien. Complètement. Oui, et puis c'est souvent réservé à des initiés et souvent à des bressants. Parce que je vous avoue que j'ai pas tellement vu des mots bressants ailleurs qu'en Bresse. Hein. Et les vrais, parce qu'il n'y a pas une famille en Bresse, une famille de notables ou de commerçants depuis plusieurs générations qui ne possèdent pas ces émaux bressants. C'est indispensable. On me demande que tu te présentes, que tu nous donnes ton CV. Ah oui, mon CV, mon CV. Bon, je m'appelle Christophe de Servetage, j'ai été élevé jeune pour être joaillier. J'ai commencé dans de grandes maisons parisiennes et puis après je me suis spécialisé dans les bijoux régionaux. Par le biais, je suis devenu antiquaire en joaillerie en réalité, mais pas pour des bijoux classiques, je voulais des bijoux régionaux. Et les bijoux régionaux ne sont pas toujours. Une prochaine fois, je pourrais par exemple vous faire une conférence sur les fers de Berlin, qui sont des bijoux qui ne sont pas du tout précieux. Mais moi, ça me passionne. Parce qu'il faut savoir qu'en France, un pays aussi riche, culturellement parlant, a peu de régions avec des bijoux régionaux. On les compte même sur les doigts des 2 mains, c'est tout, c'est fini. Alors qu'il y a bien plus de régions, de villes et de spécificités. Mais il y a très peu de pays où on est passé de l'accessoire de vêtements au bijou régional proprement dit. C'est assez rare. Mais il faut dire que, comme vous pouvez le constater, cette période bénie pour les bijoux régionaux a duré très peu de temps. Regardez, 1870, 1910, 15, c'est rien du tout. Et je trouve qu'à l'époque, ils se sont déchaînés pour faire des choses exceptionnelles dans un très court laps de temps. Et par la suite, qu'as-tu fait ? Alors, par la suite, ce que j'ai fait, mon Dieu, eh bien, après cette carrière de bijoux anciens, donc ça m'a passionné, effectivement, de faire reprendre cette fabrication d'émaux bressants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai participé à garnir un musée d'émaux, de faire restaurer tous les émaux que je pouvais trouver en collection. Encore, j'ai une mémoire visuelle, si vous voulez. La famille Jean-Voine m'appelle aujourd'hui quand une grosse plaque d'émail manque sur un... Je sais exactement quelle était la forme du fond, comment étaient placés les paillons, parce que j'en ai vu pas mal, quelles étaient les couleurs utilisées, parce que comme vous l'avez vu, il y a plusieurs couleurs. Il y a souvent 5 couleurs d'émaux différents sur le même bracelet. Je suis encore capable de le faire. Et puis, il n'y a pas très longtemps, j'ai décidé de faire une collection
qui est visible à l'étage et qui est à nouveau une collection régionale mais contemporaine. J'aime beaucoup le village de Saint-Tropez, j'en suis amoureux depuis toujours et je trouvais dommage que ce village n'ait pas, vu toute l'histoire qu'il n'ait pas son bijou à lui. Et un soir, en regardant une vague, vous avez tous vu Et Dieu créa la femme, vous connaissez donc tous la plage de la Ponche, et c'est une plage qui est au cœur de Saint-Tropez, qui est en galets. Et un soir, de pleine lune, c'est très important, eh bien, j'ai vu une vague se retirer sur tous ces galets scintillants, et je me suis dit, mais elle est là, l'histoire. Il n'y a pas de bijoux en forme de galet aujourd'hui que je sache dans une collection complète et régulière. Et donc j'ai essayé de reproduire tout ce que j'avais vu, ce scintillement constant. Donc on emploie des opales, des pierres de couleur. J'essaye de faire revivre cela. Et puis depuis, c'est plus moi d'ailleurs, c'est la mère qui les amène régulièrement toutes les nuits. Je ne fais plus rien, je ne fais que les ramasser, les cueillir. Vous pouvez découvrir effectivement ta marque Rivage Saint-Tropez. Alors ça s'appelle Rivage Saint-Tropez. Absolument. Oui. Je n'étais pas là au début de votre non, conférence. oui, non, je vous en prie. Souvent, Alors, il manque Alors, les émaux, aujourd'hui, sont toujours fabriqués. Les artisans de Bourg-en-Bresse se servent toujours. La matière première se trouve toujours, avec les différentes couleurs d'émail, se trouve toujours à Limoges. C'est vraiment le centre absolu de l'émaillage. Oui, j'allais vous demander quelle est la différence avec les émaux de Limoges. Alors, les émaux de Limoges, la différence, c'est que les émaux de Limoges sont peints. C'est comme un tableau, si vous voulez, qui est vitrifié par la suite. Alors que là, c'est différent, c'est un ajout de matériaux. Oui, parce que j'ai des plaques d'émaux de Limoges. Oui, complètement. Grandes, Oui, c'est ça. Merci de votre réponse. Très, très à la mode à l'époque. Donc les émaux viennent toujours à Limoges. Ah oui, allez travailler, mesdames. Merci. D'autres questions? Merci. Des questions encore? Des questions? Bon, ben, je vous invite à retrouver notre conférencier qui nous a fait une magnifique conférence sur son stand de Rivage Saint-Tropez. Merci pour votre attention. Et si vous voulez en voir de contemporains, je le répète, allez sur le site de Jean Voine et vous verrez toutes les réalisations actuelles qui sont vraiment faites dans l'esprit de ce qui avait été inventé par M. Fornet en 1872. Bonne soirée.